Bonsoir, bienvenue sur la Vanne Morgane. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu tendue en ce moment. Je suis désolée. Ça doit se noter dans ma voix, dans ma façon de lire aussi. Ce soir, je voulais faire une troisième lecture de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. J'ai fait une première version où il y a plus d'une heure qui est inaudible, une seconde version où j'étais passablement énervée, et voilà, je voulais faire une troisième version, mais là c'est un peu trop tard, après je n'arriverai pas à dormir, donc je vais reprendre Trois hommes dans un bateau, que j'ai lu hier, mais qui était inaudible à peu près jusqu'à la moitié de la vidéo. J'ai un problème certain d'interférence, je ne sais pas. Des grésillements importants, je pensais que ça venait du micro, non, ça ne vient pas du micro, je pensais que ça venait du portable, ça ne vient pas du portable, ça ne vient pas de la prise jack, donc j'espère que je n'aurai pas de problème d'interférence, voilà tout ce que je peux dire. J'ai éteint tous les appareils susceptibles de créer des ennuis. Voilà, et sinon je ne sais pas, je regarderai encore plus en détail d'où cela peut provenir. Et donc je voulais faire cette lecture, et en plus c'était un peu long, mais je voulais absolument lire ce soir parce que j'ai un livre que j'ai ouvert au hasard. Vous savez comment je fais maintenant, je pense, pour ceux qui me suivent, j'ouvre des livres au hasard, et je suis tombée sur un passage que j'avais vraiment envie de lire, mais voilà, je ne pouvais pas le faire après une lecture de 2 heures, donc je vais reprendre Trois hommes dans un bateau sans parler du chien, et parce qu'en plus c'est drôle et que j'aime vraiment ce livre, et que je voulais publier à tout prix une lecture par semaine de ce livre qui est tout à fait joyeux, et je vais essayer de m'y tenir. Voilà, je vous remercie donc beaucoup pour votre écoute, une introduction dramatiquement longue et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture, et c'est parfait si j'étais à la bonne page. Voilà. C'était pas français, mais vous avez compris. Chapitre 2. On discute les plans. Plaisir du camping par les belles nuits, ditto sous la pluie. Compromis adopté. Montmorency, ses premières impressions. Nos craintes qu'il ne soit trop parfait pour ce monde, craintes rejetées par la suite comme non fondées. La séance est levée. Nous tirâmes les cartes d'état-major pour discuter nos plans. Nous résolûmes de partir le samedi suivant de Kingston. Harris et moi, nous irions dès le matin conduire le canot jusqu'à Chertsey, et Georges, qui ne pouvait quitter la cité avant l'après-midi, Georges va dormir dans une banque tous les jours de 10 à 4, excepté le samedi, où on le réveille pour le mettre dehors à 2 heures. Nous y retrouverions. Devions-nous camper en plein air ou coucher dans les auberges? Georges et moi, nous étions pour camper en plein air. Ce serait si bellement primitif et libre, si patriarcal. Lentement, le souvenir vermeil du soleil défunt s'évanouit au sein des nuages gris et morts. Silencieux, comme des enfants en deuil, les oiseaux ont cessé leur ramage, et seuls, le cri plaintif de la poule d'eau et le rauque croassement du râle des genêts troublent le silence solennel qui plane sur le lit du fleuve où le jour mourant exhale son dernier soupir. Des bois indistincts, sur les deux rives, les ombres grises, armées fantomales de la nuit, sortent et s'avancent à pas muets pour chasser les dernières lueurs attardées, et effleurent de leurs pieds invisibles les hautes herbes ondulantes et les roseaux qui soupirent. La nuit, sur son trône sombre, déploie ses noires ailes au-dessus du monde obscurci, et, du haut de son palais fantôme qu'illuminent les pâles étoiles, elle règne dans la paix silencieuse. Alors nous abritons notre petit bateau dans quelque recoin paisible. La tente est vite dressée. On fait cuire et on mange le frugal souper.
Puis on bourre et on allume les grosses pipes, et d'agréables bavardages s'échangent à mi-voix, musicalement. Dans les silences de la conversation, le fleuve, jouant à l'entour du bateau, chuchote ses vieux contes et ses secrets, chantonne tout bas la vieille chanson d'enfant que depuis tant de mille et de mille ans il module et qu'il redira encore tant de milliers d'années à venir, avant que sa voix ne se casse de vieillesse. Une chanson que nous, qui avons appris à aimer son changeant visage, qui nous sommes si souvent blottis sur son sein accueillant, croyons parfois comprendre, mais sans pouvoir exprimer en paroles vulgaires l'histoire que nous venons d'écouter. Et nous restons là, sur son bord, tandis que la lune, qui l'aime elle aussi, se penche pour lui donner un baiser de sœur et l'enlace étroitement de ses bras d'argent. Et nous le regardons couler, sans arrêt, chantonnant et chuchotant à la rencontre de son roi, l'océan, jusqu'au moment où nos voix se taisent et où les pipes s'éteignent, et où nous, pourtant jeunes gens ordinaires, sentons monter en nous tout un flot de pensées inconnues, mi-douces, mi-mélancoliques, et n'éprouvons plus le désir ni le besoin de parler. Et alors nous nous levons en riant, secouons les cendres de nos pipes archi-fumées, nous nous disons bonne nuit et, bercés par le clapotis de l'eau et le bruissement des feuillages, nous nous endormons sous les étoiles et rêvons que la terre est redevenue jeune, jeune et aimable comme elle l'était avant que les siècles de la hâte et du souci eussent ridé son beau visage, avant que les péchés et les folies de ses enfants eussent vieilli son cœur aimant, aimable comme elle l'était dans ces jours lointains où, jeune mère, elle nous choyait, nous, ses enfants, sur son sein profond, avant que les attraits de la civilisation factice nous eussent détournés de ses tendres bras, avant que les ricanements venimeux de l'artifice nous eussent fait honte de la simple vie que nous menions avec elle, de la simple et majestueuse demeure où l'humanité naquit, il y a tant de milliers d'années. Harris dit « Oui, mais s'il pleuvait !» Impossible d'élever jamais Harris vers les hauteurs. Il n'y a en Harris aucune poésie, aucune folle aspiration vers l'impossible. Jamais il n'arrive à Harris de pleurer sans savoir pourquoi. Si les yeux de Harris s'emplissent de larmes, on peut parier que c'est parce qu'il vient de manger des oignons crus ou qu'il a mis trop de sauce Worcester sur sa côtelette. Si, par exemple, vous trouvant le soir au bord de la mer avec Harris, vous lui disiez « Écoute, n'entends-tu pas ? Ne sont-ce pas les sirènes qui chantent dans leurs grottes sous-marines, ou les âmes en peine qui psalmodient des lamentations pour les cadavres blanchis retenus par les algues ?» Harris vous prendrait par le bras et dirait « Je vois ce que c'est, mon vieux. Tu as pris froid et tu as de la fièvre. Et tu as la fièvre. Allons, viens avec moi. Je connais un bistrot à 2 pas d'ici où tu pourras boire un coup du plus fin whisky d'Écosse que tu aies jamais dégusté, et qui te remettra d'aplomb en 5 secs. » Harris connaît toujours un bistrot à 2 pas d'ici où l'on peut boire quelque chose d'exceptionnel. Je suis sûre que si vous le rencontriez en paradis, à supposer que la chose soit vraisemblable, il vous accueillerait d'emblée par ces mots. « Très heureux de ta venue, vieux frère. J'ai découvert un chic bistrot à 2 pas d'ici où on peut boire un vrai nectar de première classe. » Dans le cas présent, toutefois, en ce qui concernait le camping, sa façon pratique d'envisager les choses arrivait fort à point. Camper à l'air libre par temps de pluie n'a rien d'agréable. C'est le soir, on est tout trempé. Il y a 5 bons centimètres d'eau dans le bateau et tous les objets sont mouillés. On trouve sur la rive un endroit un peu moins fangeux que les autres, on débarque pour déployer la tente et on se met à 2 pour entreprendre de la dresser. La toile est imbibée d'eau et pesante. Elle claque au vent, retombe sur vous, s'entortille autour de votre tête et vous rend fou. Cependant, la pluie ne cesse pas de tomber à seaux. C'est déjà assez difficile de dresser une tente par temps sec. S'il pleut, cela devient un vrai travail d'Hercule. Au lieu de vous aider, il vous semble que le collègue ne fait que des bêtises. Au moment précis où vous venez d'assujettir comme il faut votre côté de la tente, il se met à aller du sien et démolit tout. « Elle là, qu'est-ce que tu fiches donc ?» lui criez-vous. « C'est toi, qu'est-ce que tu fiches toi ?» renvoie-t-il. « Laisse aller, veux-tu »
Ne tire pas dessus, tu t'y prends comme un manche, espèce de gourde, lancez-vous. Non, ce n'est pas moi, hurle-t-il à son tour. Laisse aller, ton côté. Je te répète que tu t'y prends comme un manche, rugissez-vous, regrettant de n'être pas plus près de lui, et vous tirez si fort sur les cordes que tous les piquets sont arrachés. Quel idiot, l'entendez-vous murmurer tout seul. Puis survient une traction farouche, et voilà votre côté parti. Vous déposez le maillet et vous mettez en devoir de faire le tour pour aller dire votre façon de penser aux copains, mais au même instant ils se mettent à faire le tour dans le même sens pour venir vous exposer son avis. Et vous vous poursuivez l'un l'autre en vous injuriant tout autour de la tente qui finit par s'abattre en un tas. Vous restez à vous dévisager par-dessus ces décombres, puis vous vous écriez avec indignation, tous les deux à la fois, « Là, tu vois bien, qu'est-ce que je t'avais dit ?» Cependant, le troisième collègue, qui était en train d'écoper le bateau, qui s'est fourré de l'eau plein la manche et qui jure tout seul sans discontinuer depuis 10 minutes, voudrait bien savoir, nom d'un tonnerre, à quoi vous vous amusez et pourquoi cette fichue tente n'est pas encore dressée. Pour finir, tant bien que mal, la voilà debout, et on débarque le matériel. Il ne faut pas songer à faire un feu de bois. On allume donc le réchaud à alcool autour duquel on se rassemble. L'eau de pluie est au dîner le plat principal. Le pain renferme 2 tiers d'eau de pluie, le beefsteak en est abondamment pourvu, et la confiture, le beurre, le sel et le café se sont associés avec elle pour faire de la soupe. Après le repas, on constate que le tabac est humide et qu'on ne peut pas fumer. Par bonheur, on a une bouteille de liquide qui est gai et enivre si on le prend à la dose voulue. Et cet élixir vous rend suffisamment le goût de vivre pour que vous soyez tenté d'aller vous coucher. Alors, vous rêvez qu'un éléphant est tout d'un coup venu s'installer en plein sur votre estomac et que le volcan a fait explosion et vous a projeté au fond de la mer, où l'éléphant dort toujours paisiblement sur votre sein. Vous vous réveillez avec l'idée qu'une terrible catastrophe a réellement eu lieu. Votre première impression est que la fin du monde est arrivée. Puis vous réfléchissez que ça ne doit pas être cela, et que ce sont plutôt des voleurs et des assassins, ou encore un incendie. Et vous exprimez cette opinion suivant la méthode habituelle. Aucun secours ne vient, cependant, et tout ce que vous savez, c'est que des milliers d'individus sont en train de vous bourrer de coups de pied et que vous étouffez. Quelqu'un d'autre aussi paraît avoir des désagréments. Ces cris indistincts partent de sous votre lit. Résolu, quoi qu'il advienne, à vendre chèrement votre vie, vous luttez comme un possédé, cognant des pieds et des poings à droite et à gauche, le tout sans cesser de hurler à gorge déployée. À la fin, un obstacle cède, et votre tête se trouve à l'air libre. À moins d'1 mètre de distance, vous entrevoyez dans l'ombre un bandit à demi-nu qui s'apprête à vous oxyre et vous vous disposez à soutenir un combat sans merci, quand le soupçon commence à vous venir que ce bandit n'est autre que Jim. « Ah, tiens, c'est toi » vous dit-il, vous reconnaissant au même moment. « Oui » répondez-vous, en vous frottant les yeux. « Qu'est-ce qui est arrivé ?»« Cette fichue tente a été renversée par le vent, je crois, » répond-il. « Où est Bill ?» Alors vous unissez vos voix tous les deux pour appeler Bill, et le sol au-dessous de vous ondule et se soulève, et la voix étouffée que vous entendiez tout à l'heure réplique du milieu des ruines. « Vous êtes assis sur ma tête, retiens-vous un peu s'il y a moyen. » Et Bill s'ébroue et surgit, loque humaine boueuse et piétinée, et d'humeur intempestivement agressive, car il est évidemment persuadé que tout cela est un coup monté. Le matin, vous êtes tous les 3 à faune, du fait du fort rhume que vous avez attrapé pendant la nuit. Vous êtes aussi d'une humeur de chien et vous passez tout le temps du déjeuner à vous lancer des injures d'une voix enrouée à peine audible. Nous décidâmes, en conséquence, que nous coucherions dehors les nuits de beau temps et que nous irions à l'hôtel, à l'auberge, au pub, comme des gens respectables, quand il pleuvrait ou quand nous aurions envie de changement. Montmorency salua ce compromis, de ses approbations répétées. Lui ne se complaît pas dans une romantique solitude. Il préfère quelque chose de bruyant. Et si c'est un peu vulgaire, tant mieux. À voir Montmorency, on s'imaginerait volontiers que c'est un ange envoyé sur la terre pour une raison inconnue de l'humanité, sous la forme d'un petit fox terrier. Montmorency vous a un de ces airs. Oh, que ce monde est méchant, et comme je voudrais pouvoir faire quelque chose pour le rendre meilleur et plus noble, qui a déjà fait monter les larmes aux yeux de pieuses vieilles dames et vieux messieurs charitables.
Quand il commença à vivre à mes dépens, je n'aurais jamais cru au début que j'arriverais à le garder longtemps. Je le contemplais assis sur le tapis, les yeux levés vers moi, et je me disais « Oh, ce chien ne vivra pas. Il va être emporté dans l'Empyrée sur un char de feu. C'est inévitable. » Mais lorsque j'eus payé des indemnités pour une douzaine de poulets qu'il avait tués, quand je l'eus arraché, grognant et gigotant par la peau du cou à 114 batailles de rue, quand à chaque crevé m'eût été présenté par une femme en furie qui me traita d'assassin, quand j'eus été cité en justice par un de mes voisins sous l'accusation de tenir en liberté un chien féroce qu'il avait assiégé pendant plus de 2 heures par une nuit glaciale dans sa propre cabane à outils, d'où il n'osait plus sortir, quand j'eus appris que le jardinier, sans que je le sache, avait gagné 30 shillings en pariant sur sa rapidité à tuer les rats, alors je commençai à croire que peut-être bien, en fin de compte, il lui serait permis de rester sur terre encore quelque temps. Rôder autour des écuries, rassembler une bande de chiens les moins recommandables qui soient dans la ville et les emmener faire le tour des quartiers populaires pour se battre avec d'autres chiens peu recommandables, c'est l'idée que Montmorency se fait de la belle vie. Et voilà pourquoi, comme je l'ai déjà dit, il donna à la proposition de loger dans les auberges, pubs et hôtels sa plus vigoureuse approbation. Ayant ainsi réglé la question du coucher à la satisfaction de tous quatre, il ne nous restait plus qu'une chose à mettre au point, ce qu'il nous fallait emporter. Nous avions commencé à en discuter quand Harris déclara qu'il en avait assez de palabrer pour ce soir et nous proposa de sortir et de rire un peu, ajoutant qu'il avait découvert un bistrot à 2 pas où l'on trouvait un certain whisky irlandais qui valait la peine d'être dégusté. Georges avoua qu'il se sentait soif. C'est l'habitude de Georges depuis que je le connais. Et comme j'avais le pressentiment qu'un peu de grog au whisky très chaud avec une tranche de citron ferait du bien à ma maladie, la suite du débat fut, d'un commun accord, reportée au lendemain soir. Et l'assemblée se coiffa et sortit. Chapitre 3. Disposition prise, méthode de travail de Harris. Comment un père de famille installe un tableau. Georges fait une réflexion sensée. Joie du premier bain matinal, en prévision d'un naufrage. Ainsi donc, le lendemain soir, nous nous réunîmes de nouveau pour discuter et mettre au point nos plans. Harris dit « Maintenant, la première chose à régler, c'est de savoir ce que nous allons emporter. Toi, Jérôme, tu vas prendre un morceau de papier et écrire. Et toi, Georges, le catalogue d'épicerie. Et quelqu'un me donnera un bout de crayon et alors je dresserai la liste. » Ça, c'est du Harris tout pur. Il est toujours prêt à se charger lui-même de tout et à faire exécuter la besogne par les autres. Il me rappelle à tout moment mon défunt oncle Podger. Quand mon oncle Podger entreprenait de faire un petit travail, c'était du haut en bas de la maison un remue-ménage comme personne n'en a jamais vu de sa vie. Un tableau venait d'arriver de chez l'encadreur et se trouvait dans la salle à manger en attendant d'être posé. Ma tante Podger demandait ce qu'il fallait en faire et mon oncle répondait « Oh, laisse-moi faire, c'est moi que ça regarde. Tu n'as pas besoin de t'en occuper ni personne, je me charge de tout. » Et alors il retirait sa redingote et commençait. Il envoyait la bonne chercher pour 6 pence de clous, puis faisait courir après elle un des garçons pour lui dire de quelle taille il les fallait. Et de cette manière, il mettait peu à peu en branle-bas toute la maison. « Allons, Will, va me chercher mon marteau, criait-il. Et toi, Tom, apporte-moi la règle. Et j'aurai besoin de l'escabeau pour monter dessus. Et je ferais bien d'avoir aussi une chaise de cuisine. Jim, tu vas courir chez Mr. Googles, tu lui diras que ton papa le salue bien et espère que sa jambe va mieux. Et voudrait-il avoir l'obligeance de lui prêter son niveau d'eau? Et ne t'en va pas, Maria, que j'aurai besoin de quelqu'un pour me tenir la bougie. Et quand la bonne rentrera, il lui faudra ressortir pour aller chercher un bout de cordelière à tableau. Et Tom? Oui, Tom. Tom, viens ici, j'ai besoin de toi pour me tendre le tableau. Et alors il soulevait le tableau et le laissait choir et le tableau s'échappait du cadre et en essayant de rattraper le verre, mon oncle se coupait. Et alors il bondissait de tous côtés dans la pièce en cherchant son mouchoir. Il ne trouvait pas son mouchoir parce que ce mouchoir était dans la poche de la redingote qu'il venait de retirer et qu'il ne savait plus où il avait mis ce vêtement. Et il fallait que toutes les personnes de la maison cessassent de s'occuper de ses outils pour se mettre à la recherche de sa redingote. Cependant, il se démenait et les harcelait à la ronde. « Il n'y a donc personne dans toute la maison qui sache où est ma redingote? Je n'ai jamais vu des empotés comme ça. Vous êtes là 6. Et vous ne savez pas trouver une redingote que j'ai déposée il n'y a pas 5 minutes.
« Sacré 1000 milliards !» Alors il se levait et, constatant qu'il était assis dessus, il s'écriait « Ah, ça va bien, ne cherchez plus, je viens de la retrouver tout seul. Autant vaudrait demander au chat de retrouver un objet qu'à des gens comme vous. » Et quand une demi-heure s'était écoulée à lui panser le doigt, et qu'on avait acheté un nouveau verre, et qu'on avait apporté les outils, et l'escabeau, et la chaise, et la bougie, c'était une nouvelle représentation. Toute la famille, y compris la bonne et la femme de ménage, se tenait autour de lui en demi-cercle, prête à l'aider. Il fallait 2 personnes pour tenir la chaise. Une troisième l'aidait à monter dessus et l'y maintenait. Une quatrième lui tendait un clou et une cinquième lui passait le marteau. Il prenait le clou et le laissait tomber. « Ça y est, disait-il d'un ton vexé, voilà le clou perdu. » Il nous fallait nous mettre tous à 4 pattes pour chercher le clou à tâtons, pendant que l'oncle restait debout sur sa chaise à ronchonner et à demander si on allait le tenir là toute la soirée. Le clou se retrouvait enfin, mais cette fois il avait perdu le marteau. « Où est le marteau ? Qu'ai-je fait du marteau ? Grand Dieu, vous êtes là 7 autour de moi à bâiller aux corbeilles, et vous ne savez pas ce que j'ai fait du marteau. » Nous lui retrouvions son marteau, mais alors il n'arrivait plus à voir la marque qu'il avait faite sur le mur à l'endroit où devait aller le clou. Et nous montions l'un après l'autre sur la chaise à côté de lui pour tâcher de la découvrir. Et nous l'apercevions chacun à une place différente, et il nous traitait tous d'imbéciles l'un après l'autre, et nous ordonnait de descendre. Il prenait la règle, recommençait ses mesures, et constatait qu'il fallait prendre, à partir du coin, la moitié de 75 cm, un tiers. Il tentait de faire le calcul de tête et devenait enragé. Et nous tentions tous de faire le calcul de tête et arrivions tous à des résultats différents et nous moquions les uns des autres. Et dans l'affolement général, on oubliait le nombre primitif et mon oncle Podger était forcé de reprendre encore une fois ses mesures. Il se servait d'un bout de ficelle cette fois-ci et, au moment critique où ce vieux ballot se penchait en dehors de la chaise sous un angle de 45 degrés en s'efforçant d'atteindre un point situé 10 cm plus loin qu'il lui était matériellement possible d'atteindre, la ficelle glissait et il glissait aussi, s'abattant sur le piano, ce qui produisait un bien charmant effet musical par la brusquerie avec laquelle son crâne et son corps frappaient toutes les touches en même temps. Et ma tante Maria déclarait qu'elle ne pouvait permettre aux enfants de rester là pour entendre pareil langage. Pour finir, mon oncle Podger réussissait à déterminer de nouveau l'endroit, posait dessus la pointe du clou à l'aide de la main gauche et prenait le marteau de la main droite. Du premier coup, il s'écrasait le pouce et laissait tomber le marteau avec un hurlement sur les orteils de quelqu'un. Ma tante Maria faisait remarquer avec douceur que la prochaine fois que mon oncle Podger aurait à planter un clou dans le mur, elle espérait qu'il le lui ferait savoir à temps et elle prendrait ses dispositions pour aller passer une semaine chez sa mère en attendant qu'il eût terminé. « Ah, vous les femmes, vous faites toujours des tas de chichis pour un rien, » répliquait mon oncle Podger en se relevant. « Que veux-tu, si moi, ça m'amuse de faire un petit travail de ce genre ?» Et alors il s'y reprenait à nouveau. Et au deuxième coup, le clou passait tout à travers le plâtre et la moitié du marteau avec, et mon oncle Podger était projeté contre le mur avec tant de violence qu'il manquait de s'aplatir le nez. Alors il nous fallait retrouver encore une fois la règle et la ficelle, et mon oncle faisait un nouveau trou. Et vers minuit, le tableau était posé, tout de travers et prêt à tomber. Tout alentour, sur plusieurs mètres carrés, le mur semblait avoir été passé au râteau, et tout le monde était mort de fatigue et de découragement, à l'exception de mon oncle Podger. « Eh bien, ça y est, disait-il, en descendant lourdement de la chaise sur les corps de la femme de ménage et contemplant avec une fierté évidente les dégâts qu'il avait commis. « Hein, dire qu'il y a des gens qui feraient venir un ouvrier pour une babiole comme ça. Harry deviendra tout pareil avec l'âge, je le sais, et je le lui ai déclaré. Je lui répondis que je ne lui permettrais pas de s'adjuger un tel labeur. J'ajoutai « Non, c'est toi qui vas trouver le papier, le crayon et le catalogue, et Georges inscrira, et moi, je ferai le choix. » La première liste que nous rédigeâmes dut être écartée. Il était clair que les biefs de la Tamise supérieure ne permettraient pas la navigation d'un bateau assez grand pour contenir les objets inscrits comme indispensables. Nous déchirâmes donc la liste et nous nous regardâmes. Georges dit « Vous savez, nous n'y sommes pas du tout. Nous ne devons pas nous occuper des choses qu'il nous faudrait, mais seulement de celles dont nous ne pouvons pas nous passer. » Georges se montre parfois réellement très sensé.
Vous en seriez surpris. J'appelle cela de la sagesse authentique, non seulement en ce qui concerne le cas présent, mais d'une manière plus générale pour ce qui est de notre voyage sur le fleuve de la vie. Combien de gens, pour ce parcours, surchargent tellement leur bateau qu'ils le mettent en danger de couler de toute une cargaison de vanité qu'ils croient indispensable à l'agrément et au bien-être du voyage, mais qui ne sont en réalité qu'un encombrement inutile. Comme ils entassent jusqu'à hauteur du mât sur le pauvre petit esquif, beaux habits et grandes maisons, avec une domesticité superflue et une horde de prétendus amis qui ne se soucient pas d'eux pour 4 sous. Et ils y ajoutent des divertissements coûteux qui n'amusent personne, des cérémonies et des modes, des simulacres et de l'ostentation, et surtout, le plus pesant, le plus fol encombrement de tous, la crainte de ce que va dire le voisin, et les luxes uniquement gênants, et les plaisirs qui ennuient, et le vain étalage qui, tel le carcan de fer réservé jadis aux criminels, garrotte et fait saigner la tête douloureuse qui le porte. Tout cela, mon frère, c'est de l'encombrement et pas autre chose. Jette-le par-dessus bord. Cela rend l'esquif si pesant à mouvoir que tu en défailles presque sur tes rames. Cela l'encombre et le rend si dangereux à manœuvrer que l'inquiétude et le souci ne te laissent pas une minute de liberté, que tu ne peux jamais t'accorder un instant de répit pour rêver en paix. Que tu n'as pas le temps de contempler les ombres que la brise légère promène sur les eaux, ni les raies étincelants du soleil se jouant parmi les vaguelettes, ni les grands arbres du rivage penchés vers leurs reflets, ni le vert et l'or des bois, les lys blancs et jaunes, les roseaux ondulants, les joncs, les orchidées, les bleus myosotis. Par-dessus bord, l'encombrement, mon frère, que l'esquif de ta vie soit léger, qu'il porte seulement le nécessaire, un logis accueillant et des plaisirs simples, 1 ou 2 amis dignes de ce nom, un être que tu aimes et qui t'aime, un chat, un chien, une pipe ou 2, de quoi manger et de quoi te vêtir à ta suffisance, et un peu plus qu'assez à boire, car la soif est chose dangereuse. Tu verras que l'esquif est alors plus facile à mouvoir, qu'il sera moins en danger de chavirer et qu'il ne t'importera plus autant s'il chavire. La bonne et simple marchandise peut braver l'eau. Tu auras le temps de penser aussi bien que de travailler, le temps de te chauffer au grand soleil de la vie, le temps d'écouter la musique éolienne que le souffle de Dieu fait vibrer dans les cœurs des hommes qui nous entourent, le temps de... Je vous demande pardon. En vérité, je n'y étais plus du tout. Donc on laissa Georges faire la liste et il la commença. Nous ne prendrons pas de tente, suggéra-t-il, nous aurons un bateau avec bâche. C'est tellement plus simple et plus commode. L'idée nous parut bonne et on l'adopta. Je ne sais si vous avez déjà vu l'agencement en question. On adapte au-dessus du bateau des cerceaux de fer. On tend sur ceux-ci une vaste toile assujettie du bas tout autour, de l'avant à l'arrière. Cela convertit le bateau en une sorte de petite maison délicieusement intime, quoique un peu trop renfermée. Mais que voulez-vous ? Toute chose a son revers, comme disait l'autre, quand, sa belle-mère étant venue à mourir, on lui présenta la note de l'enterrement. Georges décréta que, dans ce cas-là, nous devions prendre une couverture chacun, une lampe, du savon, brosse et peigne en commun, une brosse à dents chacun, une cuvette, de la poudre dentifrice, de quoi se raser, et 2 serviettes en tissu éponge pour le bain. J'ai remarqué que les gens font toujours des préparatifs gigantesques pour se baigner dès qu'ils vont près de l'eau, mais qu'ils ne se baignent guère lorsqu'ils y sont. Il en est de même quand on va au bord de la mer. Je décide toujours, quand j'y pense étant à Londres, que je me lèverai de bonne heure chaque matin pour aller faire un plongeon avant le petit déjeuner et j'emballe religieusement un maillot et une serviette de bain. Je choisis toujours des maillots rouges. J'aime bien de me voir en maillot rouge. Cela convient fort à mon teint. Mais quand j'arrive à la mer, je m'aperçois que ce bain matinal ne m'inspire plus, et de loin, autant d'envie que quand j'étais en ville. Au contraire, je sens plutôt que j'ai besoin de rester couché jusqu'au dernier moment, avant de descendre déjeuner. Une fois ou deux, la vertu a triomphé. Je me suis levée à 6 heures et sommairement vêtue, prenant maillot et serviette, et je me suis mise en chemin à contre-cœur. Mais ce bain ne m'a donné aucun plaisir. Il semble qu'on tienne en réserve, à mon intention, un vent d'est particulièrement aigre quand je vais me baigner de grand matin.
On trie tous les cailloux pointus pour les mettre par-dessus les autres. On aiguise les rochers, on dissimule leurs pointes sous une légère couche de sable pour que je ne les vois pas, et on emmène la mer à 3 kilomètres, de sorte que je suis obligée de serrer mes bras contre moi et de sautiller, tout grelottant, dans 15 centimètres d'eau. Et quand j'arrive à la mer, elle est glacée et tout à fait agitée et mufle avec moi. Une énorme vague m'enlève et me plaque de toutes ses forces en plein sur un rocher qu'on a mis là pour moi. Et avant que j'aie pu crier « Aïe, oula !» et me rendre compte des dégâts, la vague s'en retourne et m'emporte au large. Je me mets à nager frénétiquement vers le rivage, me demandant si je reverrai jamais mon chez-moi et mes amis, et regrettant de n'avoir pas été plus affectueux envers ma petite sœur quand j'étais gamin. Je viens juste d'abandonner tout espoir lorsqu'une vague, en se retirant, me laisse étaler sur le sable comme une étoile de mer. Et en me relevant, je me retourne et découvre que je viens de nager comme un perdu dans 60 centimètres d'eau. Je regalope vers la plage, me rhabille et rentre la tête basse à l'hôtel où il me faut faire semblant d'avoir pris un bon bain. En ce qui nous concernait, nous parlions tous comme si nous devions nager longuement chaque matin. Georges dit qu'il était agréable de se réveiller en bateau par un matin frais et de piquer une tête dans le fleuve limpide. Harry s'affirma qu'il n'y avait rien de tel qu'un bain avant le déjeuner pour vous mettre en appétit. Georges protesta que si cela devait faire manger Harry plus qu'à l'ordinaire, alors il demanderait qu'on lui interdit complètement les bains. Il ajouta que la corvée serait déjà suffisamment rude de faire avancer contre le courant la charge de vivres suffisante pour Harris en temps normal. Je remonterai à Georges cependant qu'il serait beaucoup plus agréable d'avoir dans le bateau un Harris propre et frais, même si nous devions pour cela emporter quelques quintaux de provisions en plus. Il finit par se ranger à mon point de vue et cessa de s'opposer au bain de Harris. On convint finalement d'emporter 3 serviettes de bain au lieu de 2 pour éviter de nous faire attendre l'un l'autre. Comme vêtements, Georges fut d'avis que 2 complets de flanelle suffiraient car nous pourrions les laver nous-mêmes dans le fleuve quand ils seraient sales. On lui demanda s'il avait jamais essayé de laver des complets de flanelle dans le fleuve et il répondit « Non, pas précisément lui, mais il connaissait des types qui l'avaient fait et c'était assez facile. » Harris et moi eûmes la faiblesse d'imaginer qu'il ne parlait pas à la légère et que 3 honorables jeunes gens sans situation ni influence et dépourvus d'expérience en matière de blanchissage pourraient véritablement lessiver leurs chemises et pantalons dans la Tamise à l'aide d'un morceau de savon. Nous ne devions guère tarder à apprendre, quand il serait trop tard, que Georges était un misérable imposteur et qu'il n'y connaissait rien du tout. Si vous aviez vu les vêtements après. Mais, comme on dit dans les romans feuilletons, n'anticipons pas. Georges nous persuada de prendre des sous-vêtements de rechange et quantité de chaussettes pour le cas où nous chavirerions et aurions besoin de nous changer. Et aussi quantité de mouchoirs, qui pourraient servir à essuyer les objets, et une paire de chaussures de cuir, en plus de nos chaussures de bateau, car nous en aurions besoin si nous faisions naufrage. Et voilà, c'est la fin du chapitre 3 et je crois que je vais m'arrêter là pour cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'aime vraiment beaucoup ce livre, il me fait beaucoup rire. Je m'imagine tout à fait avec eux. Même si je leur ressemble peut-être pas vraiment. Et donc, je vais vous lire l'extrait dont je vous ai parlé avant, je crois. J'ai ouvert un livre au hasard. Je vous ai dit ça, je ne sais plus. 3 minutes 32 de mémoire vive. Bref, je vais vous lire un extrait de Hubert Selby Jr., Le Saule. Bref. Et je sais pas. J'ai ouvert et je me suis dit oui. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ils continuèrent leur chemin, Bobby s'arrêtant à l'occasion pour regarder un gosse lancer un cerf-volant ou un avion, ou un groupe jouer au frisbee, et son émerveillement emplissait Moïse d'un immense sentiment de gratitude et d'affection. Bobby n'avait jamais foulé une pelouse aussi grande et de temps en temps il sautillait sur la pointe des pieds, exalté et amusé par la douceur du sol.
Ils continuèrent, en évitant de se faire renverser par les galopades des mômes et des chiens, jusqu'à ce que Moïse s'arrête. Bobby le regarda, puis regarda autour de lui. « Pourquoi qu'on s'arrête, Mush ? C'est l'arbre, » désignant un immense saule à une centaine de mètres au bord du lac. « L'arbre ? Ya. » Bobby regardait toujours Moïse. « Notre arbre, Gertrude à moi, et à notre fils. » Il regarda Bobby et sourit. « Notre arbre généalogique. » Bobby le regardait sans comprendre, et Moïse reprit sa marche, jusqu'au pied de l'arbre où il s'assit et s'adossa contre le tronc, et Bobby s'assit à côté de lui. Les branches s'étiraient presque sur 10 mètres de chaque côté, et les extrémités plongeaient vers le sol. Des rayons de soleil dansaient sur les feuillages doucement agités par la brise où se reflétaient les eaux toutes proches. Le miroitement du lac à travers les branches, les rires des canotiers dans les barques, les jeux de lumière, la fraîcheur moite du sol, l'odeur de l'herbe et de l'humus et de l'eau, le frôlement de l'air sur son visage et le bruissement des branches, des feuilles, la présence de Moïse et le souvenir de sa main sur son épaule, le ciel pommelé de nuages entreaperçus à travers les ramures. Tout cela créait un monde nouveau pour Bobby. Un monde qui semblait n'avoir ni mur, ni coin, ni ombre. Un monde où on ne lorgnait jamais par-dessus son épaule. Et Bobby avait envie de se mettre à courir parce qu'il n'y avait plus d'ancrage, plus rien sur quoi s'appuyer. Aucun repère connu pour délimiter un périmètre de sécurité. Mais heureusement, il y avait Moïse et c'était drôle de se dire ça. Mais Moïse sauvait tout. Par sa seule présence et ce sourire un peu branque qui n'appartenait qu'à lui. Ouais, c'était cool, et il s'adossa contre le tronc et inspira profondément et ferma les yeux un moment. Puis les rouvrit et regarda autour de lui, et rien n'avait bougé. Tout était resté en place, comme l'instant d'avant. Et il regarda Moïse qui regardait la surface de l'eau où de temps en temps émergeait un canard, et son visage était si épanoui et si paisible que Bobby se sentit sourire aussi, et Moïse commença à parler sans cesser de regarder l'eau. Dans mon ancien pays, on avait aussi un arbre comme ça. Quand j'étais jeune homme, que je commençais juste à travailler pour Mr. Krieger, je venais ici. Ah, je veux dire, j'allais là-bas avec Gertrude. Notre premier rendez-vous, c'était un pique-nique au bord du lac. On s'assoit sous l'arbre, Gertrude et moi. Elle apporte le casse-croûte dans un panier et moi j'apporte le vin. Moïse regardait Bobby maintenant avec le doux émerveillement des souvenirs de sa jeunesse. Et Bobby, qui ne comprenait pas vraiment de quoi il parlait, écoutait son émotion plus que ses mots. Et on est assis là, et on mange, et on rit, et on parle, et on regarde l'eau avec les canards, et on rame sur le lac, et on revient, et on s'étend sur l'herbe. Je l'embrasse même pas. Le sourire de Moïse s'élargit, amusé par l'incrédulité de Bobby. Si, c'est vrai, on se tient la main un peu en parlant, un petit peu de temps en temps, mais j'ai si peur de l'embrasser, et tout le temps dans ma poitrine, mon cœur tambourine et mon estomac. Ah, j'ai l'estomac dans la gorge. Ah, Bobby, si t'avais vu ma Gertrude. Il y avait tant d'amour et d'affection dans les yeux de Moïse qu'ils brillaient plus que le soleil sur les feuilles. Et chaque jour est comme aujourd'hui. Même quand un jour il pleut, le lendemain on étale la couverture et elle déballe le pique-nique. Ah, tous les jours comme maintenant avec de la musique dans l'air. Et elle-même comme l'arbre aime le soleil. Moïse eut un sourire presque gêné, mais toujours rayonnant d'amour, et Bobby l'écoutait totalement subjugué, hypnotisé, écoutait son histoire et le regardait vibrer. Ah, Bobby, si tu l'avais vu avec le soleil qui jouait dans ses cheveux. Ils étaient tellement blonds, Bobby, plus dorés que les fleurs, comme du miel, et toujours quand on était là-bas, il y avait un papillon qui volait autour de sa tête. C'est vrai, toujours. Je ne sais pas combien de fois on est allé là-bas, mais toujours il y avait un papillon, toujours. Même la dernière fois. Un papillon qui dansait dans le halo doré de ses cheveux, et une danse si joyeuse. Oh, Bobby, qui peut penser au malheur? Qui peut penser à ce qui va se passer? Du malheur, il y en a. Dans toute vie, il y a du malheur. Mais Bobby, qui peut penser à ça quand t'as un papillon qui danse dans la lumière dorée? Les eaux qui scintillent, les oiseaux qui chantent, quand on se serre l'un contre l'autre en mangeant, en buvant du vin, en se disant des choses. Oh, Bobby, des mots d'amour, et que tout est sincère, que tout vient du cœur.
Oh Bobby, qui peut penser qu'un jour les oiseaux et les papillons et même les fleurs se changeront en bêtes furieuses, en carnassiers qui dévoreront le pays. Ah, Bobby, si t'avais su. Si t'avais vu notre petit garçon courir après les canards et les oies. Il tombe et il se relève, il tombe et on rit, il trébuche et les canards qui font coin-coin, qui se dandinent. Moshe, la tête renversée en arrière, criait et Bobby qui souriait. Il y a un gros jar qui lui mord le pied, il crie et c'est si drôle. Ah Bobby, c'est si drôle et chaque fois qu'on était là-bas, avant notre mariage et après notre mariage, et avec notre fils, toujours le papillon. C'est vrai Bobby, toujours il y avait le papillon. Et Bobby regardait fixement Moïse, à qui la force du souvenir donnait un visage presque angélique, parce que ces souvenirs-là ne réveillaient pas seulement la joie d'alors, mais raturaient toute la douleur des jours et des années qui avaient suivi. Et Bobby le regardait en s'ébahissant. Jamais auparavant il ne s'était trouvé avec quelqu'un comme Moshe. Jamais ne s'était senti comme maintenant. Rien dans sa vie n'était comparable à ce que Moshe racontait là, parce que Bobby voyait bien à sa tête que c'était différent de tout ce qu'il connaissait ou avait pu connaître, pour sûr qu'il n'avait jamais vu sa mère avec un visage comme celui de Moshe maintenant. Et pourtant, tout à coup, Bobby se rappela quelque chose lui aussi, quelque chose de sympa qui lui fit du bien pendant tout le temps que dura le souvenir. C'était quand il était môme, il faisait une chaleur d'enfer. C'était un de ces étés torrides, et il avait ouvert la bouche d'incendie, et tous les mômes couraient dans le jet d'eau en criant et en hurlant. C'était la première fois que Bobby était devant une bouche d'incendie ouverte, et brusquement le monde avait changé. Il avait déjà vu des bouches d'incendie, surtout celle-là qui était dans sa rue. Il avait déjà entendu le mot bouche d'incendie, mais n'avait jamais vraiment su à quoi ça servait. Et maintenant, tout à coup, au lieu de suffoquer dans le cagnard, il faisait frais. Et il courait et criait avec les autres, et la fontaine était comme une baguette magique qui transformait la rue surchauffée en un merveilleux pays de fraîcheur. Ils oubliaient la puanteur des ordures, oubliaient les grands qui gueulaient après les petits qui gueulaient après les plus petits. Il y avait même une de ces vieilles poufiasses qui rigolait quand les mômes traversaient le jet d'eau en criant, jouaient à tous les jeux qu'ils pouvaient imaginer avec l'eau, bondissaient en toussant sur la chaussée mouillée en faisant crisser et chuinter leurs semelles de caoutchouc. Et les aînés poussaient les plus jeunes dans le jet, et les plus jeunes crânaient devant les aînés. « Regarde-moi, regarde-moi !» Et t'avais les bagnoles qui étaient obligées de freiner, les chauffeurs qui fermaient les vitres en râlant à cause des éclaboussures et qui gueulaient après les gosses, pas tous, seulement quelques-uns. Mais de toute façon, Bobby les entendait même pas, ceux qui renaudaient. Il était trop accaparé par la rigolade pour faire attention aux pisse-vinaigre, et ils étaient bien obligés de ralentir de toute manière, de rouler au pas pour franchir l'averse, avec les essuie-glaces à fond, et le chauffeur balisait ferme parce qu'il avait peur de renverser les mômes qui couraient sans regarder où ils allaient, mais ils finissaient par passer. Mais tôt ou tard, il y avait une autre bagnole qui se pointait et les mômes criaient au mec de se grouiller, de se grouiller. Et même après qu'on eut fermé l'eau, ils ont continué à courir. Et même après, ils ont continué à courir dans les rues mouillées parce qu'il y avait quelque chose de changé dans l'air. Une espèce de propreté encore insolite. Et puis il y a le marchand de glace qui est arrivé avec sa carriole et Bobby a eu une glace à la fraise. Waouh, c'était bon, de la sucer, de la mâcher, de sentir le froid lui engourdir la gorge et l'estomac. Puis il s'est assis sur le trottoir à côté de la bouche d'incendie et de temps en temps il la touchait. Il ne pouvait pas s'en empêcher, c'était comme une amie. Il aurait voulu lui parler, mais il savait que tout le monde se serait foutu de lui, alors il lui parla en silence pour lui-même et continua à lui parler dans son lit cette nuit-là, et souvent par la suite quand la chaleur et la torpeur alourdissaient trop ses gestes. Assis sur le trottoir, avec ses sapes mouillées qui lui collaient à la peau, ses baskets mouillées qui lui collaient aux pieds, le sol mouillé qui lui collait aux fesses, il venait de vivre un instant magique. La bouche d'incendie avait dissipé les odeurs, la chaleur, les aigris, les minables pour transformer son monde en une gigantesque rigolade, et plus que ça, quelque chose d'indéfinissable, qu'il ne comprenait pas mais qui lui avait fait du bien et qu'il n'oublierait jamais. Non, jamais il n'oublia comment, d'une minute à l'autre, l'écrasante pesanteur de la rue avait explosé dans le jaillissement de la bouche d'incendie pour devenir un vaste espace ouvert, sans mur, comme dans un conte de fées. Là, d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, tu t'y attends pas, ça vient comme ça, juste comme ça.
c'était pareil maintenant avec Moïse. Tout à coup, il se sentait bien. Soudainement, tout avait changé et pourtant tout était pareil, sauf qu'il comprenait, du moins en partie, pourquoi l'eau lui avait fait du bien ce jour-là. Mais pourquoi la présence de Moïse lui faisait le même effet? Bobby secoua la tête en souriant, renonça à essayer de piger et regarda simplement Moïse avec cet air qu'il avait, ce drôle d'air comme il n'en avait jamais vu chez personne et qui lui faisait si doux dans le cœur. Et il se disait qu'il fallait profiter de cet instant parce que tôt ou tard, la rue se refermerait sur lui, mais ça, il ne voulait pas y penser maintenant. Il voulait savourer l'instant. Là, ici, sous le saule, regarder la drôle tête de Moïse en se demandant comment quelqu'un pouvait être si content, se rappeler la bouche d'incendie, la glace à la fraise et ses baskets mouillées qui faisaient ventouses comme des coussins d'eau entre ses pieds et le macadam, et de temps en temps voir le soleil jouer dans les feuilles de l'arbre et miroiter sur les vaguelettes dans le sillage des barques, voir les canards s'écarter nonchalamment sur leur passage et entendre les mômes qui criaient sous le soleil et qui riaient surtout. Il entendait surtout les rires de toutes sortes, tous les rires. Donc, contemplant toujours les eaux à travers les branchages pleureurs, on quitte le vieux pays pour débarquer en Amérique et un ami nous emmène ici. Ils ont un enfant aussi, une petite fille, et on arrive, on fait un tour en barque et on voit cet arbre. De là-bas, du côté de cette petite île. C'est Gertrude qui le voit en premier et elle me crie « L'arbre! L'arbre !» et elle manque tomber par-dessus bord. Moïse se mit à rire, bougeant la tête pour la première fois depuis de nombreuses minutes, comme si elle croit qu'elle peut marcher sur l'eau et courir vers l'arbre. Moïse cessa de rire et ferma les yeux, mais avec toujours cette même joie qui ressortait sur son visage. Je rame jusqu'au rivage, juste là où il y a cette petite lézarde sur le muret, et on descend et on s'assoit sous l'arbre, et pendant toutes ces années, on revient s'asseoir. On se promène, on fait du canot, mais toujours on s'assoit un petit moment sous l'arbre, comme maintenant. On regarde, on s'enlace et on crie « Karl-Heinz, de ne pas s'approcher au bord, tombe pas !» Et Gertrude me dit toujours de ne pas m'inquiéter, il va bien. C'était une bonne mère, tu sais. Et chaque fois on s'assoit ici et je cherche un papillon, mais il n'y a jamais de papillon ici. Et pourtant ses cheveux sont toujours comme du miel et brillent dans le soleil, brillent comme des lumières sur un arbre de Noël. Il y a le soleil dans ses cheveux. C'était toujours comme Noël. Moïse s'appuya contre le tronc, ferma les yeux et laissa son visage refléter sa rêverie. Et Bobby, assis à côté du vieil homme, avait l'impression d'être assis sous le soleil, et que le soleil brillait dans ses cheveux tellement il se sentait bien avec Moïse, avec l'eau, avec l'odeur fraîche de la terre, avec l'arbre et aussi toujours le souvenir de la bouche d'incendie et de ses baskets spongieuses, en regardant une famille de canards flotter à la dérive vers l'endroit où les branches tombantes du saule touchaient le lac. Enfin Moïse ouvrit les yeux et regarda Bobby avec toujours le même visage paisible et dit « Alors, il te plaît mon arbre ?» Bobby sourit et secoua la tête. « Il est super, moche, » lui touchant l'épaule. « T'es super mon frère. » Continuant à regarder Moïse, sentant un mélange de force et de douceur le parcourir tout entier, encore une sensation inconnue de lui, qui lui était complètement étrangère, et cependant ne l'effrayait pas, ne lui inspirait aucune méfiance. Il se contentait de la ressentir et de trouver que c'était bien comme ça, qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il fallait laisser faire, et que c'était sympa de tenir Moïse par l'épaule, qu'il pouvait laisser sa main sur cette épaule, qu'il était en sécurité et que tout ça faisait partie de l'instant, qu'il n'avait plus besoin de penser à rien, pouvait s'abandonner au plaisir d'être avec Moïse, de le toucher, et tout allait bien. Tout allait bien. Ouais, c'était ça, tout allait bien. Et Moïse regarda Bobby dans les yeux, remarqua le changement, mesura mieux l'importance de Bobby dans ce qui se produisait en ce moment, sentit à son tour quelque chose de spécial émaner de Bobby, comprit que lui, Moïse, faisait partie de l'expérience de Bobby et s'en réjouissait comme 1000 alléluia, se réjouissait de voir Bobby réjoui et de sentir que l'ancien bonheur pouvait être revécu. Bien sûr, c'était dans l'ordre des choses. Si en ressuscitant le passé, il avait à nouveau senti l'oppression du camp et l'odeur de la mort, alors il devait pouvoir aussi sentir la joie de l'amour, le vivifiant bonheur de leur amour sous le saule
et partout ailleurs parce que cette joie-là, ils l'emportaient avec eux partout où ils allaient. Même dans un immeuble, couché dans la crasse pour réparer un tuyau. Oh, bien sûr, à l'époque, il avait aussi des soucis, il avait d'autres préoccupations. Alors peut-être qu'il n'était pas toujours conscient de porter cet amour en lui. Peut-être qu'il ne pensait pas toujours aux papillons. Mais toujours, l'amour était là. Ah, Bobby, on est mariés depuis 25 ans. Et des fois, je rentre du travail, je commence à monter les escaliers, et déjà, je pense à Gertrude, tellement je suis impatiente de la voir. Des fois, c'est le chagrin qui me remue d'abord. Mais toujours, il y a l'amour. Toujours. Ah, Bobby. Posant la main par-dessus la main de Bobby sur son épaule. Des fois, je lui en veux tellement de m'avoir laissée seule. Mais à la fin, je me rappelle les 53 ans qu'on a vécu ensemble. Et d'accord, c'était pas toujours tout beau, tout rose après tout. C'était une femme, souriant. Même maintenant, faut que je fasse une blague idiote. Mais toujours l'amour, Bobby. Toujours. Tapotant la main de Bobby, puis s'appuyant en arrière contre l'arbre et contemplant le ciel à travers les branchages. Et Bobby regarda un mioche que son père retenait par le bras jeter des miettes de pain au canard, et le mioche criait, sursautait, et les canards nageaient en rond et gobaient les miettes, plongeant quelquefois sous la surface pour happer celles qui sombraient lentement. Ils restèrent sous le feuillage jusqu'à ce que le soleil décline assez bas à l'ouest pour laisser un froid dans l'ombrage humide du saule. Quand ils sortirent en plein soleil, la différence de température les incita à s'arrêter un moment pour se réaccoutumer à la tiédeur caressante de l'air. Et je vais m'arrêter là. Voilà. J'ai ouvert au hasard et je pense que j'ai ouvert au bon endroit, apparemment non. Ça fait très longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce livre, je ne m'en rappelle plus trop. Mais ce passage est beau, il me plaît beaucoup. Voilà. This little light of mine, I'm gonna let it shine, 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 shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, everywhere I go. Non, pas de chanson ce soir, j'en ai pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture aura été enregistrée sans problème, sans difficulté, et qu'il n'y aura pas d'interférence ou de bruit, de grésillement, et qu'elle vous plaira aussi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Et voilà, je voulais m'excuser aussi. Enfin, c'est pas m'excuser, mais c'est en tout cas l'explication. S'il y a moins de lectures, c'est parce que j'ai des problèmes techniques en ce moment. Voilà. Et aussi pas mal de choses à faire. Mais c'est avant tout les grésillements. Parce que je trouve toujours du temps pour la lecture. J'aime vraiment ça. Voilà, cette fois tout est dit, je crois. Je vais pouvoir vous laisser tranquille. Prenez soin de vous surtout. Faites bien attention à vous et je vous dis à très bientôt. Merci encore.